Alors bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle conférence pratique dentaire. Ce soir, on va parler de la gestion des conflits, ces petits désagréments qui nous empoisonnent un petit peu, qui viennent perturber notre quotidien, notre exercice, auquel on n'est pas forcément toujours préparé. Qu'ils soient entre praticiens d'un même cabinet, ou alors entre le praticien et puis son assistant dentaire, ou alors avec des patients. Pour répondre à ce thème, j'ai fait appel au docteur Marion Dordain, qui est chirurgien dentiste dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand. Et Marion, bah, je la connais plutôt bien, puisqu'en fait, c'est une consoeur de l'UFSBD, puisqu'elle est responsable scientifique du service formation de l'UFSBD. Voilà. Donc, avant de lui donner la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions en cliquant sur l'icône QR qui se trouve en bas à droite de votre écran. On y répondra à la fin de la conférence. Marion, je te laisse la main. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Merci à l'UFSBD de m'accorder sa confiance pour vous donner quelques pistes aujourd'hui de réflexion sur la communication. Les problèmes de communication au sein du cabinet dentaire peuvent altérer les relations et rendre l'ambiance de travail pesante. Avec nos employés, que ce soit à propos du salaire ou des conditions de travail, mais également les absences ou retards répétés, voire les fautes professionnelles. Entre praticiens également, qu'ils soient titulaires ou collaborateurs. Une charge de travail mal répartie, d'un désaccord sur les investissements ou sur le management de l'équipe, et enfin, bien entendu, avec nos patients, à propos de leur prise en charge ou de l'aspect financier de leur traitement. Pour prévenir ces différends, nous devons comprendre notre façon de fonctionner, les sentiments et les besoins qui nous animent, et savoir décrypter l'attitude de nos interlocuteurs. Cela s'apprend. En mettant en place des protocoles et des techniques simples et éprouvées d'écoute et d'expression, tant verbales que paraverbales, nous pouvons désamorcer les tensions et régler les malentendus avant qu'ils ne s'enveniment, avec pour objectif de les prévenir par la suite. Ainsi, nous verrons qu'il est possible d'obtenir un management bienveillant, une association sereine, ainsi qu'une relation équilibrée et confiante avec les patients, pour ne plus appréhender de se rendre au cabinet tous les matins. La communication, cela s'apprend, tout comme l'odontologie pédiatrique ou l'endodontie. Eh bien, je vais vous donner aujourd'hui quelques pistes de communication et comment faire pour les apprendre. Quelques pistes, quelques débuts de solutions, quelques méthodes, des techniques qui peuvent souvent s'appliquer au cabinet comme dans la vie familiale ou amicale. Je vous proposerai aussi des exemples du quotidien, du vécu, du concret. Tout simplement, comme une formation qu'on pourrait, justement, pour reprendre les exemples de l'odontologie pédiatrique, où vous allez pouvoir faire quelques TP pour mettre en pratique les théories qu'on vient de vous proposer. Et bien là, je vais vous proposer quelques cas cliniques, quelques mises en situation qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux quels sont les rouages de la communication. Évidemment, ce n'est pas facile, mais quand on l'applique et quand on s'applique, cela fonctionne. Toutefois, je voulais quand même vous préciser qu'avec les violents, les harceleurs, les psychopathes, tous les gens qui sont extrêmes et tous les gens qui ne savent, qui commencent par ne pas savoir écouter, il faudra d'autres outils et nous ne sommes pas armés. Nous n'avons pas les solutions, nous ne savons pas nous protéger de ces personnes-là et dans ces cas-là, il s'agit de se protéger et comme on dit parfois, de ne pas rester sous les cailloux. Dans un premier temps, donc, je vais vous proposer le plan de notre conférence aujourd'hui qui va se dérouler en 6 parties. Alors, je vais me permettre de vous tutoyer, hein. Nous sommes confrères, nous sommes consoeurs, ça va donner une forme de fluidité à mon propos. Et puis, évidemment, je vais vous faire comprendre par ce biais que je suis dans le même bateau que vous et que vos problèmes sont les miens, ils sont universels. On va commencer par évoquer comment faire pour que votre parole soit impeccable, que la transmission de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez faire passer comme message, soit bien transmis. C'est le premier élément de la communication. Et bien entendu, il faudra toujours faire de son mieux, quel que soit le domaine de la communication que nous allons aborder. Ne pas en faire une affaire personnelle, c'est pas évident quand on est vulnérable, quand on manque un petit peu de confiance en soi. On a tendance quand même à faire une affaire personnelle de quelque chose qui
n'en est pas forcément une. Vous allez peut-être surpris d'apprendre, de voir que nous allons apprendre à dire non. Et oui, la communication, ça suppose aussi d'apprendre à dire non et apprendre à se protéger des demandes excessives. Nous essaierons de ne pas interpréter les propos, d'écouter l'autre et de ne pas chercher à le comprendre comme notre façon de fonctionner le voudrait, mais écouter sa façon de fonctionner. Donc, ne pas interpréter les propos de notre interlocuteur. Et puis, on finira par quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une notion que nous pouvons appliquer également au quotidien, c'est-à-dire, bien entendu, on peut être plusieurs à avoir raison. Donc, une des premières références bibliographiques, je vous en donnerai trois dans cet exposé, ce sont les quatre accords Toltec de Miguel Ruiz. Et c'est un ouvrage qui est assez ancien, mais qui reste extrêmement pertinent dans tout ce qui concerne la gestion de la communication et, et la gestion des autres. Donc, dans un premier temps, comme évoqué, nous allons faire en sorte que notre parole soit impeccable. Une citation de M. Bernard Werber, pour commencer. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Alors, quelque chose qui peut paraître naïf, mais que j'aime beaucoup. Si tu n'as rien de gentil à dire, ne dis rien, tout simplement. On va essayer d'éviter que nos propos soient déplaisants, déplacés, agressifs. C'est pas le but, hein. On est là pour se faire du bien. Et on va reprendre ce qui nous guide, nous, au quotidien dans notre cabinet, c'est-à-dire primo non nocere. On va déjà essayer de ne pas nuire. On va essayer que la personne avec qui on parle, pardon, se sentent mieux après avoir discuté avec nous qu'avant. Alors, c'est pas toujours évident, mais si on pouvait déjà éviter qu'elle se sente moins bien, si on pouvait déjà éviter de l'abîmer par nos propos, si on pouvait éviter de la rabaisser, de la rendre plus vulnérable, eh bien, on aura déjà accompli un grand pas. Et puis, si en plus on a quelque chose de gentil à dire, alors là, c'est la cerise sur le pompon, c'est le bonheur. Faut pas forcément être gentil, c'est pas forcément l'idée d'être gentil, c'est un petit peu exagéré cette phrase, mais j'aime bien les images un petit peu percutantes. Donc et les phrases faciles à retenir. L'idée c'est pas être gentil, mais d'être dans la bienveillance et dans la communication. Alors, en ce qui concerne le langage oral, je vous propose quatre items auxquels il faudra faire attention. Bien entendu, l'humour est le bienvenu au quotidien et je suis la première à le manier et à l'utiliser au quotidien. Toutefois, uniquement quand la situation est apaisée. Quand la situation est conflictuelle, en revanche, l'humour est souvent mal vécu. Il peut être vécu comme de l'ironie, il peut être vécu comme un manque de respect. Il faudra éviter d'utiliser l'ironie et l'humour dans les situations de conflit. Elle n'est pas toujours comprise, l'ironie. Le second degré n'est pas toujours compris déjà dans des situations, même parmi les gens qui se comprennent. Si vous êtes en famille et que vous maniez beaucoup le second degré, vous savez que ce n'est pas toujours compris. Par écrit, il a été inventé tous les émojis pour pouvoir agrémenter notre discours d'un sourire ou d'un clin d'œil si on est en train de plaisanter. Vous savez, l'émoji la tête en bas nous permet de savoir qu'on est en train de plaisanter et de dire un mensonge ou de dire quelque chose au second degré. Mais quand on est à l'oral, on ne fait pas des émojis et on ne se met pas la tête en bas et on ne pense pas toujours à faire un petit clin d'œil quand on plaisante. Donc pensez toujours, pas d'ironie, pas de sous-entendu et pas de vocabulaire familier. Il n'y a rien de pire qu'un praticien qui va dire à son assistante, bon ben ma petite, vous rangerez ça après le soin. Mais non, il faut pas, il faut éviter l'ironie, il faut éviter le vocabulaire familier. Attention, c'est très important parce que ça peut être, ça peut être senti comme familier de la part du praticien, mais pas de la part de l'assistante, ça peut vraiment être ressenti comme quelque chose de condescendant, voire d'agressif. Et on ne communique pas avec nos patients, avec nos relations de travail, comme on le fait en famille ou avec des amis. Vraiment, il faut faire attention, notre vocabulaire, nos expressions, notre mode de communication n'est pas toujours compris. Et faire attention aussi, un dernier point à ce sujet-là, on ne contredit pas, on ne juge pas, on n'humilie pas et on ne moque pas quelqu'un qui est en colère. C'est contre-productif et ça ne va que aggraver la colère et ça va le mettre dans une situation où vraiment le retour en arrière va être difficile et le calme et le retour au calme va être extrêmement compliqué.
Voilà ce que je voulais vous dire déjà en ce qui concerne le langage oral. En ce qui concerne le langage paraverbal, c'est-à-dire nos gestes, donc je vous invite à faire attention à votre gestuelle, pas de gestes ou de mimiques déplacés, pas de lever les yeux au ciel, comme ça, des grands gestes, etc., qui peuvent être eux aussi euh, pris comme des gestes agressifs et condescendants et rabaissants, humiliants. Et aussi, il faudra faire attention, je vous invite à faire attention aux différences culturelles. Par exemple, respecter la distanciation sociale. La distance sociale, pardon. Les quatre années de Covid m'ont un petit peu perturbée. Non pas la distanciation, mais la distance sociale. Elle est culturelle, cette distance sociale. Vous avez peut-être remarqué, si vous voyagez dans les pays du nord de l'Europe, les gens ont tendance à parler tout simplement un peu plus loin. Vraiment, la distance, vraiment au sens premier du terme. On parle un petit peu d'un peu plus loin et on parle un petit peu moins fort qu'on pourrait par exemple le faire en Italie ou en Espagne. Quelqu'un qui parle fort en Espagne, c'est pas quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui est culturellement habitué à parler avec un ton un petit peu plus vif, un petit peu plus élevé. Mais il faut faire attention à la personne qui est en face de vous. Il faut faire attention que votre discours s'adapte à cette personne et surtout que vous interprétiez de la bonne façon son discours, sa tonalité, son rythme. En ce qui concerne le rythme, justement, parfois il m'a été reproché, puisque j'enseigne depuis des années, de parler trop vite. Et en fait, c'est parfois pris, comme pour les personnes qui ont tendance à bégayer ou autres, par de l'empressement, de l'agacement, du stress, du manque de confiance, mais pas toujours. Oui, ça peut l'être évidemment, mais ça peut être tout simplement le fait que il y a plein d'idées en même temps qui se présentent dans mon cerveau et que j'ai un petit peu de mal à faire le tri et à vous les exposer une par une. Donc, il faut apprendre à gérer avec ses propres vulnérabilités, sa propre façon de fonctionner, apprendre à la connaître et puis de façon justement à corriger si on parle trop fort, essayer de parler un petit peu moins fort. Si on parle trop vite, essayer d'apaiser le rythme. Si on parle trop bas, eh bien, s'approcher, etc., ou augmenter le son. De la même façon, je vous invite à être attentif au champ lexical. C'est-à-dire que si vous employez un vocabulaire trop scientifique vis-à-vis de vos patients, ça pourra être ressenti comme quelque chose de condescendant et ça va couper vraiment la communication à votre patient qui risque de mal le comprendre et peut-être même de mal le vivre. Passons au langage écrit à présent. Donc, je vous invite à y faire attention, puisque, attention, par définition, l'écrit va être gardé. L'écrit peut être relu, l'écrit peut être conservé, et il pourra vous être reproché 10 ans après quelque chose qui a été écrit, quelque chose qui a été marqué. Donc, si vous avez quelque chose à rédiger, ça peut être un texto, ça peut être une conversation WhatsApp, ou ça peut être un mail de façon plus formelle. Je vous invite vraiment à le rédiger, de prendre le temps de le rédiger, de vraiment faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de double sens possible, et puis tout simplement d'attendre. Il y a très peu de messages importants qui ne peuvent pas attendre le lendemain. Donc, rédigez, attendez, relisez, attendez, et ensuite envoyez. Quand vraiment vous êtes sûr que tout votre message va être passé et que aucune des phrases, aucun des passages du message pourra être pris avec un malentendu, mal compris, mal interprété. Et on dit souvent que relire, que la nuit porte conseil. Eh bien, c'est souvent vrai. Quand on relit quelque chose, quand on fait attention à ne pas envoyer sur le coup de la colère, de l'agacement, de l'énervement, on se rend compte le lendemain, on dit, ah, c'est peut-être pas tout à fait comme ça que je voulais le faire passer mon message. Et donc, on a tendance à apaiser un petit peu le message et on a toujours intérêt à apaiser le message. Voilà pour ce qui est de ma parole et de veiller à ce qu'elle soit impeccable. Le deuxième volet, à présent, eh bien, on va toujours faire attention, mais je vous fais confiance pour ça, mais on verra plus tard que cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant. On va toujours faire de son mieux. Je vous propose de parler avec vous de la communication non violente, la CNV. C'est une des méthodes de communication qui sont éprouvées maintenant depuis un certain nombre d'années et qui permettent d'être en connexion à soi et avec l'autre. L'idée, c'est de maintenir un équilibre nécessaire à un échange authentique, empathique et constructif avec soi-même et avec son interlocuteur. C'est-à-dire qu'on va, évidemment, la communication non violente nous invite à ne pas être violent, mais la communication non violente, c'est aussi ne pas accepter
la violence qui peut nous être transmise. Et il ne faut pas supporter des choses qui ne sont pas supportables. Je vais vous donner deux exemples qui m'ont été relatés. J'ai eu à être en relation pendant des années avec des assistants dentaires puisque j'enseignais. Et une d'elles me relate un retour de vacances et son praticien lui dit, bon, écoutez, Josette, je reviens de vacances à Bali et là, écoutez, votre chèque ce mois-ci, si vous voulez bien ne pas l'encaisser cette semaine et attendre lundi pour l'encaisser. Mais moi, pour moi, je trouve ça d'une violence inouïe. C'est hallucinant de demander à une employée qui est en général payée au SMIC ou à peine mieux, d'attendre pour encaisser le chèque alors qu'elle va être mise en difficulté, peut-être que son loyer va être refusé ou autre, alors que vous rentrez de Bali. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas, qu'elle n'a pas pu entendre, évidemment, et ça casse quelque chose, ça brise quelque chose dans la relation avec le praticien, et elle peut vous en vouloir, évidemment, et pendant très, très, très longtemps. J'ai entendu aussi, mais là, je l'ai entendu en direct, un praticien dire à ses assistantes, euh, je suis fatiguée, tu comprends, j'ai hiverné ma piscine. Pardon, il y a un camion de pompiers qui passe. J'ai hiverné ma piscine, mais on ne se plaint pas à son assistante d'hiverner sa piscine. On ne se plaint pas à son assistante du décalage horaire parce qu'on rentre de New York. Non, on ne se plaint pas de ça. Il faut faire avec, vraiment, faites très, très attention. Je vous invite, parce que c'est peut-être que c'est dans la spontanéité des discours que ces praticiens ont dit ça, mais je vous invite à faire attention à ce qui est dit et, et toutes les situations tendues. Alors là, je change de chapitre, on était dans le volet avec l'assistante, et puis là, je prends un volet, par exemple, avec les patients. Les situations tendues avec les patients, souvenez-vous toujours que le patient, il a possiblement mal, on va en reparler, on va évoquer ça de nouveau. Il a possiblement peur, et il a besoin de nous. Ça le met vraiment dans une situation vulnérable et il faut vraiment le comprendre, mais avec des limites, on y reviendra et pas ne pas le laisser nous parler de façon désagréable. Pour mieux appréhender donc la communication non violente, je vous propose la lecture de ce livre de Marshall Rosenberg. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et c'est un livre qui ouvre des perspectives très, très, très intéressantes sur la façon de communiquer et c'est la façon de recevoir la communication. Alors, il propose tout un tas d'exemples qui sont parfois un petit peu artificiels, j'en conviens, mais qui mettent bien vraiment, vraiment bien en situation les situations possibles de conflit et qui permettent vraiment de faire quelque part des petits exercices de mise en situation qui sont très utiles. Souvenez-vous toujours que la communication non violente, c'est ne pas parler avec violence, avec agressivité, mais ne pas se laisser parler avec violence, agressivité. Vraiment, la bienveillance doit être réciproque. Et vous devez à vous aussi de la bienveillance, c'est-à-dire il faut l'imposer à vos interlocuteurs. Donc, comment on va faire cela? Comment on va optimiser notre écoute? Eh bien, tout simplement, commencer par écouter et ne pas entendre. Écouter, c'est vraiment une écoute active. C'est comme la différence entre voir et regarder. Eh bien, j'écoute. Je n'entends pas, j'écoute. Et je n'interromps pas. Je laisse mon interlocuteur finir ses phrases. Parfois, vous pourrez l'observer, et j'espère que vous l'avez déjà observé, quand on laisse le temps à l'autre de finir ses phrases, de dire tout ce qu'il veut dire, eh bien, il a la possibilité de raconter vraiment son point de vue, et de vider son sac. Quand on dit vider son sac, c'est exactement ça. Mais une fois que son sac est vidé, il est plus léger. Et du coup, vous allez voir que si on laisse le temps de finir les phrases, si on lui laisse le temps de finir son propos, si on lui laisse le temps, et si on lui laisse même quelques secondes après sa dernière phrase, et vous allez voir que souvent, ça suffit non pas forcément à désamorcer un conflit, mais déjà à faire du bien et à apaiser la conversation. Et déjà, on part sur des bases qui sont plus saines. Le robinet s'est tari et on peut passer à autre chose. J'aime bien ce petit comparatif malentendu, ça dit bien ce que ça veut dire. Si on exprime mal, si on écoute mal, eh bien, ça provoque des malentendus. Ce mot, il contient tout ce qu'il veut dire. Et en ce qui concerne la communication avec vos patients, je vous invite à éviter les négations. Vous avez tous dû remarquer que quand on est en train de faire un soin, si vous dites à un patient ne fermez pas, vous avez quand même beaucoup de risques de vous faire mordre. En particulier quand on essaye un partiel incomplet du haut à un patient, vous lui dites ne fermez pas.
une chance sur deux, vos doigts vont y passer. Bien, tout simplement, je vous invite à essayer le laisser ouvert. Évitez la négation. Vous dites laisser ouvert et le patient entend ouvert et ça se passe mieux. Ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Je n'ai pas dit que mes trucs et astuces étaient des solutions miracles. En revanche, ça fonctionne bien. Ou rassurez-vous plutôt que n'ayez pas peur. On donne un message positif. Comme, rappelez-vous, vous avez dû faire des formations où on vous parlait de communication et on essaie d'éviter les mots piqûre, mal, aiguille, etc. On les remplace par anesthésie, on les remplace par médicaments antidouleurs pour les enfants, une crème apaisante, etc. Et tout ça, ça fonctionne. Ça a l'air, ça pour le coup, ça a l'air facile, mais je vous assure que ça fonctionne très, très, très bien. Dans un autre domaine qu'on a déjà évoqué, je vous invite à faire attention à l'état émotionnel des deux interlocuteurs, le vôtre comme le sien. C'est-à-dire, est-ce que moi, je suis vraiment en situation d'écouter cette personne à 100% et est-ce que lui, il n'est pas dans un état vulnérable qui va faire que son discours va être teinté d'agressivité, etc. Et je vous invite avec cette anecdote un petit peu triviale et vulgaire, je vous prie de m'en excuser. C'est une de mes amies qui m'a dit ça, et avec tout l'humour qui est le sien, qui m'a dit, quand je suis en hyperthyroïdie, mon mari est chiant. Et je trouve ça assez remarquable de sa part d'avoir eu suffisamment de recul dans sa vie de patiente atteinte d'une maladie pour se rendre compte que, hélas, la thyroïdie modifie les humeurs au sens euh, du cerveau, évidemment, et qu'elle en est consciente et que quand elle est en hyperthyroïdie, ben, tout est mal vécu, elle ressent tout au pied de la lettre, elle ressent tout au premier degré et son mari devient chiant alors que son mari, lui, n'a pas changé, évidemment. Mais ce petit ce petit truc, il peut être appliqué tous les jours. Certes, je peux être en hypothyroïdie, mais ça peut être mon patient. Il est douloureux, il a mal dormi, ça fait 3 nuits qu'il n'a pas dormi, 3 semaines qu'il a mal, 3 ans qu'il devrait aller chez le dentiste. Il n'est pas bien, il se sent vulnérable, parfois même il se sent coupable de ne pas être venu plus tôt. Il n'a pas dormi, ben, il va forcément risquer d'être plus agressif, d'avoir un discours beaucoup plus vif et que vous ressentirez vous de façon plus agressive, surtout si vous-même êtes dans une situation vulnérable euh, de votre côté. On peut avoir aussi, dans le même domaine, un associé qui est en train de divorcer ou une assistante dont le fils est malade et qui est passé la nuit à nettoyer les oreillers parce que son enfant a vomi. Il faut tenir compte de l'état émotionnel de votre interlocuteur. J'aime bien cette petite image. Voilà, il y a des choses qui peuvent attendre. Si tu es fatigué, bon, ben ok, on se voit plus tard. On va pas forcément se forcer à résoudre tous les problèmes là tout de suite. On a le temps. Et souvenez-vous que la résilience est une exception. Vous avez dû entendre parler de ce pédopsychiatre Boris Cyrulnik qui a écrit de nombreux ouvrages à propos de la résilience et qui expliquait que quand on a vécu des drames épouvantables dans sa vie, dans sa jeunesse, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient la guerre, qu'ils soient les traumatismes, qu'ils soient des traumatismes physiques ou psychiques, eh bien, on peut se reconstruire, on peut avoir une résilience si on trouve un pilier de résilience qui, en général, est une personne qu'on a rencontrée au bon moment, qui vous a aidé à vous reconstruire. Mais hélas, la résilience, c'est l'exception. Au quotidien, les gens qui ont déjà souffert, ils vont être plus vulnérables. Les gens qui ont souffert dans leur chair, dans leur corps, ils seront plus vulnérables après. Quelqu'un qui a déjà eu mal aux dents, vous vous rendrez compte que quelqu'un qui a déjà eu mal chez le dentiste, il sera beaucoup plus difficile à anesthésier parce qu'il garde quelque part au fond de son cerveau une forme de cicatrice de la douleur, même si elle n'est pas physique. Le cerveau, lui, il se souvient, hélas, de tout. Et il va gérer, hélas, nos émotions futures et nous rendre plus vulnérables à certaines émotions ou à certaines situations. Donc, dans ce cadre-là, où on va toujours faire de son mieux, eh bien, on va essayer d'être conciliant. On va prendre notre plus beau couteau et on va couper les poires en deux. On va essayer de s'adapter, on va essayer d'écouter l'autre et on va essayer de faire un pas chacun vers l'autre. Et ça marche bien, mais ça demande une démarche active, évidemment. Alors, un petit chapitre pour les personnes un peu vulnérables en termes de confiance en elles. N'en fais pas une affaire personnelle. Mais j'imagine que vous avez tous entendu ça. Vous avez tous entendu, j'aime pas les dentistes. Le patient, il arrive, il n'est pas bien, il est bougon, il vous
fait une tête de 4 pieds de long dans la salle d'attente. Et quand on l'accueille, comment ça va, Madame Duchemol? Oh, j'aime pas les dentistes. Ah, c'est sympa, ça commence bien. Mais écoutez, pourquoi ils disent pas j'aime pas les dentistes? Ben, ils n'aiment pas les dentistes qui leur ont fait mal. Ils n'aiment pas les dentistes qui ont manqué d'empathie ou qui n'avaient pas les bonnes techniques pour ne pas leur faire mal. Ne pas oublier que le patient ait réagi avec son stress, son anxiété, sa peur de la douleur. Il ne faut pas le prendre personnellement parce que ce n'est pas dirigé contre nous. En revanche, il faut en tenir compte dans la prise en charge. Ces patients-là, ils sont plus vulnérables. Il faudra vraiment gérer à les explications. Il faudra être sûr de sa méthode anesthésique, etc. Je vais vous relater ici les résultats d'un sondage qui a été fait en 2016. 87% des Français ont une image favorable de leur dentiste. C'est sympa, ça. 23% a même une image, une très bonne image. Et 82% des patients déclarent avoir une confiance absolue en leur dentiste. Ben voilà quelque chose qui fait du bien à entendre. Donc, moi, je vous propose une piste, une idée, celle que j'applique moi en tout cas, mais bon, avec mes 30 ans de boutique, j'ai un petit peu de confiance en moi et je me permets de répondre des choses un petit peu, des fois, qui peuvent paraître décalées à mes patients. Quand quelqu'un me dit j'aime pas les dentistes, ben moi, j'ai toujours sous les yeux son questionnaire médical avec la profession et je dis, ah ben moi, j'aime pas les coiffeurs, j'aime pas les banquiers, je sais pas, les fleuristes. Il est interloqué et puis la plupart du temps, ça le fait sourire et hop, on a débloqué la situation. Et c'est tout. Et on passe à autre chose. Ne pas oublier que cette agressivité-là, elle n'est pas dirigée contre nous. Et faire glisser le message aussi à notre patient que rester courtois, c'est peut-être pas plus mal et que commencer par m'agresser, c'est pas forcément la meilleure idée pour que la séance se passe dans les meilleures conditions. Alors, dans le chapitre, on va faire de notre mieux et on va pas prendre les choses personnellement. Il y a 3 choses difficiles à dire, 3 choses qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à dire. Et pourtant, c'est facile, hein. C'est facile de dire merci, je ne sais pas, ou désolé. Mais le management et la communication n'ont pas été enseignés. Ce n'est pas instinctif ni spontané. Il faut vraiment que nous travaillions à ce niveau-là pour fluidifier tout ça. Pourquoi dire merci? Ben, tout simplement pour s'améliorer, pour améliorer notre image et l'image qu'on donne. Et faire preuve de gratitude après avoir reçu de l'aide, c'est aussi être capable d'accepter qu'on a parfois besoin d'aide, tout simplement. Ça permet de s'ouvrir aux critiques constructives, évidemment, et aux conseils. Et c'est essentiel pour s'améliorer et avancer dans la vie. Je vous invite à dire plus souvent merci à vos assistants dentaires. Évidemment, c'est leur travail de vous tendre le plateau, de vous proposer la spatule quand vous en avez besoin, que sais-je, de vous remplir les dossiers, etc. Le travail, c'est leur travail, évidemment. Mais je me permets de faire le parallèle avec la boulangère quand vous allez acheter votre pain. C'est son travail de vous donner du pain et de vous rendre la monnaie. Mais c'est pas pour ça que vous lui dites pas merci. Ce n'est pas parce que c'est son travail qu'on ne doit pas lui dire merci. Alors, vous n'allez pas lui dire merci 10 fois par soin, mais une fois de temps en temps, ça fait du bien. Et rappelez-vous toujours qu'en termes de management, les compliments se font en public, les critiques se font en privé. Donc, les compliments. Merci Martine. Ah, c'est bien, vous avez pensé à me sortir tel et tel outil. Je vous remercie. C'est exactement ce dont j'avais besoin maintenant. Et si, en revanche, j'ai un souci, s'il y a eu un malentendu, s'il y a eu une erreur, on en débriefe entre chaque patient et jamais devant le patient. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir dire aussi? Je ne sais pas. Alors ça, quand on est chirurgien dentiste, c'est difficile de dire je ne sais pas. Parce qu'on nous a appris à savoir. On a travaillé, on a fait nos études, et puis on a continué à faire des formations à l'UFSBD, bien entendu, de façon à gérer des patients et à les soigner avec les bonnes données acquises de la science. Mais dire je ne sais pas, c'est aussi démontrer que vous êtes honnête et que vous savez vous remettre en question, comme vous avez su le faire en venant écouter cette conférence. Mais c'est aussi, contrairement à l'image que ça pourrait donner, à montrer que vous avez suffisamment confiance en vous pour faire preuve d'humilité et dire je ne sais pas. Et ça aussi, c'est mettre en avant votre savoir-être. Dire à un patient je me renseigne, c'est pas compliqué. Le patient, il le verra, il le vivra très bien. Je me renseigne, je vais aller voir dans mes bouquins, je vais me renseigner auprès de confrères, je vais prendre un deuxième avis. Le patient ne vous en voudra jamais de dire je ne sais pas. En revanche,
de faire un soin que vous n'avez pas su faire, ça peut mener à des soucis. Adresser un patient à un spécialiste, par exemple en odontie, plutôt que de faire un faux canal parce que vous n'avez ni les connaissances ni le matériel pour faire une reprise de traitement endodontique, eh bien, votre patient ne vous en voudra jamais. Jamais, jamais de dire je ne sais pas. Et puis, le troisième item, eh bien, il faut savoir s'excuser. Le fait d'exprimer ses propres émotions lorsque l'on s'excuse, cela donne de la crédibilité à son discours et à ses écrits. Et ça ouvre la possibilité à celui qui reçoit les excuses d'exprimer à son tour ses émotions. Je vous invite à faire attention aussi quand vous vous excusez. Il y a eu un problème. Nous allons régler ça. Plutôt que le prothésiste n'a pas livré en temps et en heure ou l'assistante s'est trompée de plateau. Non, c'est nous sommes une équipe. Nous assumons tous le fait qu'il y a eu un petit couac dans l'organisation. On va gérer ça. On va prendre soin de vous. On va vous refixer un rendez-vous s'il y a eu un malentendu. Nous sommes là pour ça. Nous assumons les éventuels couacs qu'il y a pu avoir. Et si on n'a pas compris quelque chose, eh bien, demander à ce que l'autre reformule. Parce que souvent, quand on n'a pas compris quelque chose, l'autre interlocuteur va répéter. Mais en fait, non, c'est pas forcément toujours qu'on n'a pas entendu, c'est qu'on n'a pas compris. Donc dire, désolé, je n'ai pas compris, est-ce que tu veux bien le reformuler différemment de façon à ce que je comprenne vraiment ce que tu voulais me dire. Et nous arrivons enfin à apprendre à dire non. J'aime beaucoup ce paragraphe parce que nous n'avons pas été éduqués, nous n'avons pas été élevés pour dire non. Et bien entendu, il va falloir dire non avec les formes. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de faire des efforts avec votre associé, évidemment, avec votre assistante, bien entendu, et avec vos proches. En revanche, avec les patients, il y a un moment où il faut dire non. Et puis c'est tout. Un point, c'est tout. Certains patients vont abuser de votre gentillesse, vont abuser, vont vous demander, mais pourquoi vous ne voulez pas me recevoir un vendredi à 20 heures? Mais pourquoi moi j'ai besoin d'être reçu le 24 décembre à midi? Eh bien, vous avez le droit de dire à votre patient, non, j'ai droit aux vacances, j'ai droit de me reposer. Et je vous invite à faire une expérience. Si vous dites à votre patient, bon, ok, d'accord, je vous reçois un vendredi à 20 heures, mais je ne suis pas sûre d'être ni aimable, ni efficace, ni de vous soigner correctement, avec beaucoup de concentration, parce que je serai épuisée. Mais finalement, il va vous dire, ben, ok, je suis d'accord pour attendre une semaine. Expliquez pourquoi vous ne pouvez pas travailler jusqu'à 20 heures le soir. Moi, j'explique de temps en temps à mes patients, je veux pouvoir proposer à mon patient qui vient à 8 heures, à 9 heures du matin, la même prestation, le même accueil, le même sourire qu'à celui qui va venir à 18 heures. Et si je veux pouvoir faire ça, eh bien, il y a un moment dans la journée où ça s'arrête parce que je vais avoir donné tellement d'énergie, je vais avoir donné tellement qu'il y a un moment où, effectivement, il faut quand même que je rentre et que je recharge mes batteries. Parfois aussi, je leur dis, écoutez, il est midi et demi, je risque d'être hypoglycémique, donc il faut vraiment que je fasse une pause. Et aucun ne vous dira, ben, je ne suis pas d'accord pour attendre un quart d'heure. Ça m'est arrivé de dire aux patients, écoutez, je vais manger une pomme et je reviens. Pourquoi pas? C'est pas un souci. Et ils sont beaucoup plus compréhensifs qu'on le pense. Je reviens sur des notions de CNV, de communication non violente. Apprendre à dire non, c'est vraiment apprendre à se faire respecter. S'il faut vraiment éviter la violence qui est tournée contre soi et ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter, je donnais l'exemple d'un patient, mais l'exemple d'une assistante qui va vous planter des congés maladie tout le temps, qui va arriver avec du retard, etc. Il y a un moment où il va falloir lui expliquer que c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut vraiment cesser d'être gentil. Hein, c'est le livre que je vous propose. Juste après, attendez, je ne l'ai plus. C'est cesser d'être gentil. Il est juste après. Pardon, je me suis trompée de diapositive. Et la gentillesse ne résout pas, hélas, les problèmes de communication. Donc, la prochaine diapo, c'est plutôt celle-là pour continuer sur ce thème-là. Il ne faut pas à tout prix éviter le conflit ou éviter une conversation difficile. Parce que ce soit avec votre associé et votre assistante, il faut leur dire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, je te propose ça, je t'invite à faire attention à ça, je t'invite par exemple à faire attention, ça c'est mon placard, ça c'est le tien. Est-ce que tu veux bien éviter de mettre tes chaussures
dans mon placard, dans le vestiaire. Est-ce que tu veux bien éviter de mettre ton manteau, excusez-moi, qui sent le tabac parce que tu sors dehors pour fumer, juste à côté de ma blouse? Est-ce que tu veux bien tout simplement dire les choses au fur et à mesure? Ça, je vous parle de choses qui ne sont pas forcément très graves, mais les conflits naissent souvent de malentendus assez mineurs et de petits couacs et de petits grincements dans les rouages. Et je vous invite au fur et à mesure à dire les choses, qu'elles soient difficiles à dire. Eh bien oui, il faut prendre le temps de dire les choses difficiles. Euh, Dire ce qui ne va pas avec gentillesse et avec empathie, mais aussi fermeté. Souvenez-vous de l'expression française qui parle de ronger son frein. Hein. On le voit, nos patients qui rongent leur frein, qui grincent des dents, qui sont sur les dents. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour l'ATM, c'est pas bon pour l'occlusion, c'est bon pour rien du tout. Il faut pas ronger son frein. Donc il faut libérer la tension, en deux mots, libérer la tension et dire au fur et à mesure ce qui ne va pas. Et encore une fois, avec le patient, ça n'est pas toujours possible, mais le patient, l'avantage, c'est que c'est plus facile de lui dire non. Vous lui donnez la liste des praticiens du quartier ou de la ville ou du département. Vous gérez l'urgence, bien entendu, et vous l'invitez, très poliment, bien entendu, à aller se faire soigner ailleurs. Voilà, c'est le livre dont je voulais vous parler, de Thomas Dansbourg. Certains ont peut-être vu les conférences qu'il propose. Il est devenu orateur, il est devenu, non pas TikToker parce que ça serait péjoratif vis-à-vis de lui, mais il est devenu quelqu'un qui sait parler sur les réseaux sociaux et qui parle remarquablement bien. Il a là proposé un livre qui a été illustré, c'est les petites illustrations que je vous propose. Ça nous permet de mettre les formes, ça nous permet d'apprendre à dire non et d'apprendre pourquoi il faut apprendre à dire non. Parce que beaucoup d'entre nous ont appris à dissimuler leurs émotions et accepter l'inacceptable par peur du rejet et par peur du conflit. Et parfois aussi, on accepte l'inacceptable pour acheter la reconnaissance, l'intégration ou un confort apparent. Mais non, ce n'est pas l'idée. Il faut absolument gérer au fur et à mesure ce qui doit l'être. Nous arrivons maintenant au chapitre 5, qui est N'interprète pas. Donc, nous revenons, rappelez-vous, aux quatre accords Toltec. Donc, il ne faut pas faire de suppositions, il ne faut pas interpréter. Toujours avoir en tête que on réagit ou on comprend en fonction de son propre prisme, de sa culture, de son éducation et de son vécu, qui ne sont pas ceux de son interlocuteur. Par exemple, je vous propose un petit travail pratique, un petit travaux pratique, une petite mise en situation. Voilà, je vous rassure, c'est pas moi qui soigne Barack Obama. Hein. Cette photo n'a pas été prise à mon cabinet dentaire. Voilà, j'ai trouvé cette mimique pouvait être interprétée de plein de choses différentes et c'est pour ça, de plein de façons différentes. Et c'est pour ça que je vous propose d'essayer de travailler dessus en un petit exercice pratique et une mise en situation. Vous proposez un devis à un patient et il fait cette tête. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, surtout, je vous invite à attendre. Vous attendez. Ou alors, vous lui posez une question ouverte, mais surtout, vous ne répondez pas à sa place. Ou encore mieux, vous lui dites, je vais y réfléchir. Parce que vous pourriez être surpris des réponses qui vont vous être données. Tout simplement, il se pose peut-être la question, ah mais c'est cher. Mais peut-être aussi, tiens, c'est pas cher. C'est moins cher que je pensais. Vous ne pouvez pas savoir en fait l'idée qu'il s'est fait de son traitement. Et si ça se trouve, c'est moins cher qu'il pensait. Ou peut-être qu'il se pose tout simplement la question, est-ce que ma mutuelle va le prendre en charge? Ce qui est une autre question parallèle à cette première. Ou peut-être qu'il se pose la question sur le confort et la durée du traitement. Est-ce que ça va faire mal? Ça peut être interprété de 10 façons différentes, cette mimique. Combien de temps ça va prendre? Mais, docteur, vous me dites que dans 6 mois, je peux parler, je peux manger, je peux sourire sans souci. Mais waouh! Si ça se trouve, c'est ça, cette mimique. C'est pas une mimique dubitative, c'est une mimique admirative. Donc, je vous invite à ne pas interpréter et demander à l'autre, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis le laisser parler. Surtout, se retenir. Et là, c'est très difficile. Se taire, ne pas donner de tour d'explication. Parce que nous, on a tendance à se justifier. Oui, mais c'est cher, vous comprenez, parce que l'implant, il a été fait chez Nobel, machin, tout ça. C'est du vrai titane suédois. C'est pas ça la question. Non, laissez-le vous dire quelles sont ses interrogations et pourquoi il a fait cette mimique. Un autre
Petit exemple qui m'a été proposé d'un malentendu entre deux praticiens, qui va illustrer le fait que ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Personne n'est devin. On ne peut pas deviner ce que pense l'autre. Ça n'est pas possible. Donc, en fait, c'est un malentendu qui s'est passé entre deux praticiens. Une praticienne qui dit à son associé qu'elle prend sa retraite l'année prochaine, et l'associé interloqué. Et la praticienne dit, mais tu te doutais bien que j'allais prendre ma retraite en avance? Bah non, fait la première. Non, non. Qu'est-ce qui pouvait me faire deviner que tu allais prendre ta retraite en avance? Si tu ne m'en parles pas, toi, tu t'es rendu compte que petit à petit, tu avais des douleurs, enfin bon, peu importe les raisons médicales pour lesquelles ce praticien a souhaité euh, arrêter plus tôt son activité qui devenait extrêmement douloureuse. Mais si elle n'en parle pas à son associé, évidemment que l'associé ne peut pas deviner. On ne peut pas deviner ce que pense l'autre, ce que vit l'autre au quotidien. On est chacun le nez dans le guidon, on avance tout droit, on essaie de faire avancer la structure et on ne pense pas forcément à dire à son associé, qui pourtant quasiment la première personne à qui il faut faire passer le message, qu'on souhaite s'arrêter. Et à l'inverse, la conversation a continué et l'associé qui partait à la retraite lui dit, mais d'ailleurs, toi aussi, tu vas sûrement prendre ta retraite en avance. Ben, non, a répondu l'autre. Ben non, non plus. Parce que ben, moi, j'ai d'autres impératifs, etc. Et moi, je ne prendrai pas ma retraite en avance, c'est certain. Donc, si c'est évident et que tout a été compris de façon implicite, ben, c'est pas grave de le redire. C'est pas grave de dire deux fois quelque chose. C'est pas grave de dire quelque chose. Et la personne d'en face va dire, bah oui, ok, c'est bon, j'ai compris que tu allais prendre ta retraite. Voilà, on peut passer au problème suivant. Ne pas hésiter à expliquer et à redire, surtout pour des choses aussi cruciales. Et le sixième point maintenant, et on peut être plusieurs à avoir raison. Alors nous, on n'a pas l'habitude de ça, puisque notre côté scientifique nous laisse penser qu'il n'y a qu'une seule façon d'avoir raison. Il y a la base, la scientifique, etc. Mais on peut être plusieurs à avoir raison. Et je vous invite à ne pas perdre votre temps et votre énergie à essayer à tout prix d'avoir raison. Parce que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on vive ensemble. L'idée, c'est pas d'avoir raison à la fin. Et toujours penser que il vaut mieux dire je ne suis pas d'accord plutôt que tu as tort et j'ai raison. Parce que déjà dire je ne suis pas d'accord, au moins on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Et ça nous fait déjà un point commun. Voilà, je vais vous donner deux petits exemples à ce sujet. Ben voilà, tout simplement, c'est un exemple très classique. Il y a un chiffre posé à terre. La personne à droite voit un 9, la personne à gauche voit un 6. Et si chacun reste campé sur ses positions, si aucun ne fait un pas vers l'autre au sens premier du terme, ils sont irréconciliables. Et puis, un exemple un petit peu plus souriant, qui est d'accord avec son conjoint sur la façon de ranger le lave-vaisselle. Il y a autant de façons de ranger le lave-vaisselle qu'il y a de personnes. Donc, vous avez déjà vu quelqu'un qui a rangé, qui a re-rangé les assiettes juste après que vous les ayez mises en place. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? Mais il y a plusieurs façons d'avoir raison et il y a plusieurs façons de ranger le lave-vaisselle. Et puis, ça n'a aucune importance à la fin. Vraiment, d'avoir raison sur ce genre de détails-là. Rappelez-vous que les conflits naissent souvent des petites frictions au quotidien. Il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut qu'on laisse passer et qu'on laisse couler. Et écouter le point de vue de l'autre, ne pas forcément chercher à le faire changer d'avis. Envisagez un compromis. Rappelez-vous, hein, sortez votre couteau du lave-vaisselle, lavez-le, puisqu'on parlait de ranger la vaisselle sale, et puis prenez une poire et coupez-la en deux, et ça va aller beaucoup mieux. Voilà, nous voilà arrivés à la conclusion de notre discours aujourd'hui. Je voulais vous parler d'un petit article qu'il se trouve que j'ai trouvé il y a quelques semaines quand je préparais cette conférence, et sur deux immenses tennismen qui ont parlé justement de la façon dont ils vivaient leur relationnel, etc. Et M. Federer qui disait, si on pouvait se souvenir de moi comme personne plutôt que comme un joueur, ce serait formidable. Et Monsieur Nadal qui conclut également, l'héritage en termes d'être humain est pour moi la chose la plus importante. Donc ça laisse assez rêveur sur la façon dont ils ont envisagé leur vie. Et voilà, je vous invite à y réfléchir. Qu'est-ce qu'il restera de nous?
le savoir-faire ou le savoir-être. Alors, euh, à part des génies ultimes comme Jean-Sébastien Bach, Auguste Rodin ou Pierre et Igmar Brandmark en ce qui nous concerne au niveau de l'implantologie, ou François Duret pour le numérique, notre savoir-faire à nous ne restera pas gravé dans le marbre. Il n'y a pas de génie ici, je ne crois pas. En tout cas, moi, je ne suis pas un génie, ça c'est sûr, évident. Mais ce qu'on voudrait rester, ce qu'on voudrait laisser, ben, souvenez-vous peut-être de ce qui a marqué, quand je parlais de graver dans le marbre, c'était à dessein. Souvenez-vous de ce qui a marqué sur les pierres tombales. Il n'y a pas marqué à mon implantologiste virtuose. Hein. Il y a marqué à ma fille chérie, à mon regretté grand-père. Hein. Ce que nous avons fait restera rarement. Voilà, je vous invite ici à prendre connaissance de le fameux take-home message, le petit message récapitulatif de la conférence. Je le laisse quelques instants si vous voulez en faire une copie écran. Vous êtes les bienvenus. Donc, qui va récapituler les 6 bases de réflexion que je vous propose de mener. Fais toujours de ton mieux, apprends à dire non, que ta parole soit impeccable. On peut être plusieurs à avoir raison, n'interprète pas et n'en fais pas une affaire personnelle. Ce sont des pistes de travail que nous avons tous à travailler, mais certaines pistes plus que d'autres, pour certains plus que pour d'autres. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous pouvons progresser. Et puis, puisqu'il faut toujours une citation dans une conférence, on m'a toujours dit que pour qu'une conférence soit réussie, il faut faire une citation. Eh bien, je vous propose une citation de François Barouin qui disait à propos de son père, Michel Barouin, on dit des utopistes qu'ils ont la faiblesse d'y penser, mon père avait la force d'y croire. Voilà, je vous propose de croire en une meilleure communication et de croire en l'utopie du bonheur au cabinet. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos cabinets. Voilà. Merci beaucoup Marion, de nous avoir fait ces piqûres de rappel, hein, parce que tout paraît évident, mais en fait on les manipule pas suffisamment toutes ces méthodes et parfois on se laisse vite emporter un petit peu sous la colère ou sous la pression de la personne que l'on a en face de soi. Alors, alors on a euh, pour l'instant pas de questions, mais on est ouvert à vos questions si vous en avez. Hein, donc, vous pouvez nous poser des questions en tapant sur l'icône Q et R. Là, pour l'instant, c'est des remerciements que je reçois pour ta conférence. Tout était bien clair. En fait, le conseil qu'on pourrait donner, c'est de se repasser la conférence Sur YouTube, régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup, beaucoup de notions. Il y a beaucoup, beaucoup de tous les notions. trimestres. Il faudrait se coacher en repassant la conférence qui sera disponible très rapidement en replay dès la semaine prochaine sur notre site ufsbd.fr et ou alors sur notre chaîne YouTube. Si Euh, vous avez des questions, j'ai mis mon adresse mail. Si vous souhaitez voilà, des questions, vous êtes les bienvenus. J'y répondrai avec joie. voilà. Euh, oui, bah non, écoute, c'est que des remerciements. Quels conseils pour les conflits entre salariés? Bah, c'est les mêmes que pour avec la famille, que les mêmes avec les praticiens, je pense. Est-ce que c'est vraiment des conseils très spécifiques avec les salariés? Les problèmes sont tous les mêmes. C'est-à-dire que si c'est entre 2 personnes, vous aurez beaucoup de mal à les gérer puisque vous êtes par définition à distance. Moi, je vous propose des choses pour régler vos conflits à vous, avec vos salariés, avec votre associé, ou même dans la famille. On a vu que c'était des choses qu'on pouvait gérer nous. Mais comment aider 2 salariés à bien s'entendre, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Ça, c'est sûr que ça fait partie des choses difficiles. Parfois, il faut faire appel peut-être à des aides extérieures. Dans ces cas-là, je ne sais pas. Là pour le coup, item numéro 72 bis, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit jouer le rôle de médiateur Pourquoi pas? Pourquoi pas? en leur C'est vrai. laissant la parole au fur et à mesure? Organiser des réunions pour résoudre ce problème-là. Voilà. Poser tous les problèmes critiques du cabinet, etc. Et se prendre 1 heure ou même un dîner, parce que des fois, quand on sort du domaine du cabinet, la parole se délie de façon plus facile et mettre les personnes en, en contact. Ou peut-être, j'y réfléchis en même temps que je vous parle, peut-être j'aurais peut-être idée de recevoir chaque personne séparément pour recevoir les griefs,
pour que chaque personne se sente libre d'exposer ce qui ne va pas, et puis ensuite les recevoir ensemble pour voir comment on peut arranger ça, quand c'est réconciliable. Oui, bien sûr. Hein, mais essayer de trouver Alors, une solution commune. c'est compliqué, mais c'est comme au sein d'une fratrie. La première chose à faire, c'est déjà de ne pas mettre les gens en concurrence. De ne pas dire, ah ben, ton frère, il fait mieux que toi, ou ton frère, il est plus sage que toi, ou ben, Martine, elle s'en sort mieux quand elle me prépare les plateaux, Josette, qu'est-ce que vous êtes lente, etc. Ne pas les mettre en concurrence. Hmm. Déjà, voilà, ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, c'est rester bienveillant avec tout le monde. En ce qui concerne les salaires, ben, moi par exemple, pour parler de mon cas personnel, j'ai deux assistantes. Il y en a une qui vient d'être embauchée, une qui a 20 ans de boutique. Et je leur ai expliqué, je ne peux pas avoir appliqué le même salaire aux deux. Mais je leur ai expliqué pourquoi. Elle a 20 ans de boutique, elle a énormément d'expérience, je peux lui confier la maison les yeux fermés. Donc, quelque part, ça vaut un, un salaire plus élevé et plus de jours de congé, etc., etc. Elle mérite. Mais je ne dis pas que la petite trentenaire que je viens d'embaucher ne mérite pas, mais il faut qu'elle fasse ses preuves. Et si c'est dit avec bienveillance, au tout début, c'est très très bien vécu, évidemment. Hmm. Alors, il y a une question, mais bon, c'est un peu compliqué à mon avis d'y répondre. Les conflits avec les conjoints n'ont pas été abordés. Donc, alors, je ne sais pas si c'est les conjoints au niveau personnel ou si c'est au sein du cabinet de praticiens qui sont ensemble. Alors, en effet, Alors s'ils ont des conflits à la maison et que ça se répercute au cabinet. c'est compliqué. Les conflits entre conjoints, mais si vous pouvez quasiment prendre tous les items, parce que moi je vous ai donné des cas cliniques, entre guillemets, des travaux pratiques qui s'appliquaient au cabinet dentaire, mais le lave-vaisselle, c'est à la maison hein, en général. Hein. En fait, si vous prenez tous les items et si vous prenez le plan de la conférence et le petit message à la fin avec le joli logo en forme de dents roses que je vous ai proposé, je pense qu'il y a des choses qui peuvent améliorer les relations au quotidien et au sein du couple. Hein, j'en suis quasiment persuadée. Ouais. Bon, une question qui sent aussi le vécu. Que faire si mon assistante me dit qu'elle est malade, mais que sur sa story Instagram, elle est finalement en voyage en Espagne? On fait une capture d'écran. Oui, déjà, absolument. Parce que si un jour vous êtes amené à vous en séparer, ou tu es amené, pardon, tu es un confrère, si tu es amené à t'en séparer, la capture d'écran va pouvoir servir de preuve, etc. Et puis lui demander de fournir le certificat médical aussi. Parce qu'elle est malade, ok, mais elle doit normalement te fournir un certificat médical pour avoir le droit de se mettre en congé. Hmm. Ouais. Voilà, c'est apprendre Et à dire après, c'est non. vrai que là, on revient à ta conférence où en fait, il faut essayer de se poser à son retour, d'expliquer qu'il y a certainement un problème et puis de Et lui expliquer reprendre. voilà, qu'on va essayer d'arrêter de prendre l'autre pour un imbécile, quoi. Ouais, ouais, ouais. Avec courtoisie, mais quand même fermeté. Là, pour le coup, c'est vous le patron. Hein, là, En il y a un essayant moment où de rester zen et en ayant bien soufflé avant. c'est ça. Très bien. Ben, Vous écoute, évitez, vous évitez d'avoir ouvert le courrier de l'URSSAF juste avant. Vous vous mettez en bonne situation. Rappelez-vous, en bonne situation psychologique avant de ouais, penser que ce soit un entretien annuel ou ce genre d'entretien délicat ou quand il faut se gérer justement des conversations qu'on n'a pas envie d'avoir. Mettez-vous dans de bonnes dispositions, allez souffler, faites un petit footing avant pour défouler toute l'énergie et après vous revenez plus détendu. ouais. Oui, on en parlait un petit peu en amont de la conférence. C'est vrai qu'il faut, si on peut, ne pas répondre toujours sur le vif et peut-être faire ça quand on est un peu plus posé et sur lequel on aura déjà réfléchi un petit peu aux réponses que l'on va pouvoir donner. Quoi qu'il en soit, effectivement, tu as tout à fait raison. Répondre sur le vif et répondre quand on est en colère, quand on est agacé, etc. C'est rarement productif. Mm, Ça, c'est mm. sûr. Et on risque d'envenimer les choses plutôt que de dire, écoute, là, vraiment, est-ce que ça peut attendre demain? Ouais. Ça, ça Parfait. peut, ça peut souvent attendre demain. Souvent, en effet, on peut essayer de reporter. Et c'est certainement ce qu'il faut répondre. Ben, attends un petit peu, je cogite à ta question, j'y apporte des réponses demain. Euh, et, euh, et donc, ça facilite certainement. Hein. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci Avec beaucoup plaisir. de ta présentation. Donc, n'hésitez pas à la revoir. Et puis, ben, je vous dis à une très prochaine conférence. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci.